matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis donc très heureuse de recevoir mes deux invités. Je ne sais pas si c'est... En tout cas, pour moi, c'est inédit de vous avoir tous les deux rassemblés ici. Xavier Moreau, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes Saint-Cyrien, analyste politico-stratégique, installé à Moscou depuis 16 ans, directeur de Stratpol. Auteur dernièrement de ce livre, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, aux éditions Stratpol. François Asselineau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de l'UPR, l'Union populaire et républicaine. Et vous avez aussi d'ailleurs votre chaîne YouTube qui s'appelle, je pense, UPR, c'est ça? UPR TV, voilà. UPR TV, exactement. Alors, une autre qui s'appelle François Asselineau également, que je développe en parallèle pour des questions plus culturelles. Voilà. D'accord, et très bien. Mais pour le moment, nous allons parler de cette scène internationale puisque le feu chauffe très sérieusement, d'abord au Proche-Orient, et s'embrasse toujours sur la scène ukrainienne, il ne faut pas l'oublier. Alors risquons-nous une escalade qui pourrait nous entraîner d'une scène à l'autre à une guerre mondiale? C'est finalement le fond de cette question aujourd'hui qu'on va aborder ensemble. Mais je rappelle quand même qu'Israël a affirmé hier que son armée s'est préparée à une possible opération au sol, au Liban. L'inquiétude face à cette escalade entre Israël et le Hezbollah, allié du Hamas palestinien, a dominé l'ouverture à New York de l'Assemblée générale des Nations unies, assemblée qui était ouverte à la demande de la France. Je vais citer quelques sorties, celle du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a dit le Liban est au bord du gouffre. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui avait déjà dit dès lundi, je peux dire que nous sommes presque au bord d'une guerre totale. Voilà ce qu'a dit le diplomate tout de même. Et Emmanuel Macron hier depuis l'ONU, qui lui a joué la carte de l'apaisement. Allez, on l'écoute. Depuis le siège de l'ONU. Et dans l'immédiat, au moment où nous nous parlons, le risque principal est celui de l'escalade. Mes pensées fraternelles vont au Liban et au peuple libanais. Le Hezbollah prend depuis trop longtemps le risque insoutenable d'entraîner le Liban dans la guerre. Israël, quant à lui, ne peut sans conséquence étendre ses opérations au Liban. La France exige le respect par chacun de ses obligations le long de la ligne bleue. Nous agirons donc pour faire émerger une voie diplomatique indispensable afin d'épargner les populations civiles et empêcher une explosion régionale. Il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de guerre au Liban. C'est pourquoi nous appelons avec force Israël à cesser l'escalade au Liban et le Hezbollah à cesser les tirs vers Israël. Nous appelons avec force tous ceux qui leur en fournissent les moyens à cesser de le faire. Nous avons demandé... Alors on va s'arrêter là. Alors vous voyez Emmanuel Macron qui dit que le risque principal est celui de l'escalade. Sur la scène ukraino-russe, Vladimir Poutine hier également a brandi de nouveau la menace nucléaire en cas d'attaque aérienne massive sur le territoire russe. Je le cite, nous envisagerons une telle possibilité si nous recevons des informations fiables sur le lancement massif de moyens d'attaque aérospatiaux et leur franchissement de la frontière de notre État. Je fais référence à l'aviation stratégique, tactique, aux missiles de croisière, aux drones, aux avions hypersoniques et autres appareils d'aviation. Voilà ce qu'a explicité Vladimir Poutine hier lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe. Mais pour le moment, cette scène ukraino-russe a l'air de moins inquiéter l'Occident. Elle ne fait en tout cas pas la une des médias, ni l'ouverture d'ailleurs des assemblées de l'ONU. Je rappelle d'ailleurs même qu'Emmanuel Macron ne voyait pas de risque. Elle envoie de troupes instructeurs ou troupes en dynamique, on reprend ces expressions comme on veut, sur le sol ukrainien en juin dernier. Rappelez-vous Emmanuel Macron, donc sur cette absence de risque d'escalade sur la scène ukraino-russe, c'était en juin 2024. Emmanuel Macron, qu'on va peut-être retrouver, je ne sais pas. Bon, de toute façon, c'était pas. Il expliquait qu'il ne voyait pas le risque d'escalade au fait d'envoyer ses troupes. Je ne sais pas si on va le retrouver. On a des petits soucis techniques, vous l'avez compris aujourd'hui. Alors, peu importe, la question de fond est celle-ci. Une scène en fait-elle oublier une autre? Une scène peut-elle empirer une autre? Quel jeu des grandes puissances occidentales au fond dans ces tensions internationales? Et finalement, et c'est évidemment la question la plus grave, faut-il craindre un embrasement généralisé? Pour commencer, François Asselineau, je me tourne vers vous.
Mais écoutez, merci de m'avoir invité avec Xavier Moreau. Je ne sais pas par où commencer. S'agissant de Emmanuel Macron, le discours qu'il a fait à l'Assemblée générale des Nations Unies hier n'était pas mal. Oui. Il a tenu un discours qu'on pourrait qualifier d'assez traditionnel gaullien, là, en essayant de rappeler la nécessité que les deux parties respectent le droit. Mais le problème, c'est que Macron, là-dedans, c'est un ludion, c'est-à-dire qu'il lit le document que ont préparé ses services et ça dépend de qui va arriver à passer le dossier. C'est complètement contradictoire, si vous voulez, la position qu'il a actuellement. La France a perdu tout crédit parce qu'au même moment, nous avons un ministre du gouvernement Barnier, M. Benjamin Haddad, donc, qui est de notoriété publique, un agent proche des intérêts américains et israéliens, qui s'est rendu à Bruxelles hier et qui a déclaré quelles étaient les priorités du gouvernement français de M. Barnier, qui n'a même pas fait son discours de politique générale. Et il a dit qu'il fallait absolument soutenir l'Ukraine et qu'il fallait aussi soutenir le droit d'Israël à se défendre. Bon, donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire. D'ailleurs, je dirais même, au-delà de Macron, j'ai l'impression que c'est l'Occident, en règle générale, qui ne sait plus très bien où il habite. Parce que si c'est un secret de polichinelle que de voir que les États-Unis eux-mêmes, semble-t-il, sont à l'intérieur du gouvernement américain. Xavier Moreau nous en parlera certainement plus savamment. Il n'est pas sûr que tout le monde était au courant de l'offensive ukrainienne contre la Russie dans la région de Koursk. Il est possible qu'il y ait des services contre d'autres qui l'aient fait. Il y a eu en tout cas du flottement au début. Et là, on voit que les États-Unis, sur Israël, n'arrivent plus. Ils s'en sont plaints d'ailleurs. Enfin, les États-Unis n'ont plus barre sur l'État d'Israël, qui est maintenant en roue libre et qui risque de faire un embrasement général. Donc, sans parler, on pourrait aussi dire, regardez ce qui se passe avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec l'Angleterre. On a l'impression, en fait, que l'Occident, en règle générale, est en train de s'effondrer géopolitiquement, a perdu du crédit et que c'est la fin un peu de la domination du monde occidental sur tout ça pour faire régner l'ordre. L'affaire de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, ça a été créé par Maastricht en 92, excusez du peu, ça fait 32 ans. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur l'affaire ukrainienne? Vous avez vu que l'Allemagne, puis l'Italie ont dit qu'il était hors de question d'envoyer des missiles longue portée, alors que nous, en France, on a M. Haddad qui, quasiment, à 38 ans, sans aucun mandat de qui que ce soit, avait annoncé que nous, on serait favorable. Et sur l'affaire israélienne, je vois qu'il y a eu une Assemblée générale des Nations Unies qui a voté une résolution assez dure, même si c'est des résolutions qui n'ont pas force contraignante. Mais c'est le feu, vous voulez dire ? Il y a une résolution la semaine dernière qui a été votée exigeant, le mot est fort, le verbe exiger, d'ailleurs il a été repris par Emmanuel Macron, et qui exige que l'État d'Israël respecte les décisions de la Cour internationale de justice, qui n'a fait d'ailleurs que reprendre les résolutions 242 de 1967 et 338 de 1973, qui exigent qu'Israël restitue les territoires occupés aux Palestiniens. Cette résolution elle a été votée par 124 États, dont 13 États membres de l'Union européenne, dont la France, d'ailleurs, assez curieusement. Mais il y a eu 14 États qui ont voté contre, essentiellement les États-Unis, Israël et puis l'Argentine, mais 2 États de l'Union européenne, la Hongrie et la République tchèque. Et il y a 46 États qui se sont abstenus, dont 12 États membres de l'Union européenne, dont notamment l'Allemagne et l'Italie. Ça veut dire que sur l'affaire du Moyen-Orient, l'Union européenne n'existe absolument pas, la politique étrangère n'existe pas. On arrive en rang, comment dirais-je, dispersé. Donc au total, moi ce que je vois, c'est que quand on compare ceci avec la façon dont sont dirigés les États comme les BRICS, la façon dont sont dirigés notamment la Chine et la Russie, on voit qu'il y a des États qui sont dirigés avec une véritable vision stratégique, alors que s'agissant de l'Occident, on a l'impression que ça tire à hu et à dia. Et que vous ne pensez pas plutôt qu'il y a une différence de stratégie entre la scène donc, du Moyen-Orient, Israélo, Gaza, Liban maintenant, et la scène ukrainienne, et qu'il y a peut-être aussi 2 volontés différentes sur les 2 fronts. Peut-être l'une peut s'embraser plus que l'autre. Enfin, je ne sais pas, c'est vrai qu'avec cet appel au cessez-le-feu de 21 jours, avec ce discours d'embrasement, on est très loin du discours que je souhaitais vous faire entendre d'Emmanuel Macron qui disait moi je ne vois pas de problème d'escalade et puis de toute façon
peu importe, quoi. Mais parce que je pense qu'on a affaire à des gens qui, en fait, ne sont pas à leur place. Macron, je suis désolé, c'est quelqu'un qui n'a pas l'expérience, qui par ailleurs est de l'avis du dernier qui a parlé. Enfin, c'est un très mauvais chef d'État. Enfin, avec tous les défauts supplémentaires qu'il a. En plus de ça, il n'a pas de ligne directrice. Parfois, il fait des discours qui sont pas mal. D'autres fois, ça n'est pas le cas. On n'a pas la ligne directrice. Et moi, je vois, par exemple, on va certainement en parler, mais sur l'affaire russo-ukrainienne. C'est incroyable. On a l'impression de réembrayer sur les pires moments de l'histoire de France où on est allé au désastre. Vous savez, c'est comme en 1870, lorsque la France a déclaré la guerre à la Prusse, paraît-il il ne manquait pas un bouton de guêtre, alors que la France était totalement sous-équipée et sous-entraînée par rapport à l'Allemagne bismarckienne qui venait de remporter notamment la bataille de Sadova de 1866. Donc là, c'est exactement la même chose. Je vois dans les médias, il y a des gens qui disent oui, il faut donner des missiles à l'Ukraine. Mais ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent, en fait. Bah oui, mais c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi une vision des choses qui est différente entre les deux scènes? Xavier Moreau. Moi, je pense qu'il y a plusieurs... je pense qu'il n'y a pas de risque d'escalade, je crois... Où ça en général. D'accord. Parce que... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de guerre au Liban, mais que ça devienne une guerre mondiale, puisque quand on parle d'escalade, c'est ça, j'y crois pas. Parce que je crois au pouvoir rationalisant de l'atome. C'est ce que disait le général Lucien Poirier, un théoricien de la dissuasion nucléaire français. Et que, même s'ils rêvent tous de conquérir, je parle des oligarques, la planète Mars, comme dirait Pierre-Antoine Plaquevent, pour l'instant ils habitent avec nous sur Terre, donc on ne va pas provoquer ce cataclysme. Ce que vous disiez sur Vladimir Poutine, en fait, il a en gros rappelé la doctrine russe. Il n'y a rien de vraiment nouveau, mais il le fait. Oui, mais il fait des petits points de rappel quand il le faut. Il y a un côté très didactique, parce que je pense que exactement ce que disait François Asselineau, c'est qu'il a conscience qu'il a affaire à des élites européennes qui ne comprennent rien ni à la dissuasion nucléaire, ni aux relations internationales, ni aux problèmes géopolitiques. À commencer par Emmanuel Macron. Donc généralement, il leur rappelle que c'est un peu ce qu'avait fait Yeltsin. Si vous êtes co-belligérant et que vous avez vous-même l'arme nucléaire, c'est ça qu'il rappelle en fait. C'est un peu ce qu'avait fait Yeltsin en 1999, si vous vous souvenez, au moment des bombardements de Yougoslavie. Yeltsin avait dit il faut que les États-Unis se souviennent que la Russie a l'arme nucléaire. Oui, c'est ça. Une puissance nucléaire. C'est quand même terrible de devoir le rappeler. Pardon, je vais vous donner la parole à François Asselineau juste après, mais je vais citer Vladimir Poutine sur ce sujet. Exactement dans ce discours, il dit il est proposé de considérer l'agression de la Russie par un pays non nucléaire, mais avec la participation ou le soutien d'un pays nucléaire. Donc là, ceux qui peuvent se sentir visés se sentent visés comme une attaque conjointe contre la Fédération de Russie. Donc, dans ce cas-là, riposte nucléaire. Mais c'est ça qui est nouveau, si je peux me permettre un petit bémol, c'est que c'est pas un discours qu'il a fait comme ça, c'est qu'il a réuni le Conseil de sécurité militaire, je ne sais plus quel est le titre exact en russe, voilà, et il a proposé, c'est pas rien, il a proposé un changement de la doctrine militaire russe. Oui. Vous savez que les États ont des doctrines militaires qu'ils publient pour que tout le monde le sache, que leurs adversaires sachent à quoi s'en tenir. Et il a proposé donc un changement de doctrine en disant, et c'est ça qui est nouveau, qu'il proposait donc à ce Conseil de sécurité, qui va certainement l'avaliser bien sûr, que désormais, si il y a une attaque conventionnelle faite par par un proxy, un État proxy, mais soutenu par des puissances nucléaires, à ce moment-là, il utilisera éventuellement l'arme nucléaire tactique. C'est ce qu'on a eu là. Voilà. Donc c'est quand même nouveau, parce qu'avant, c'était en fonction de si c'était une attaque conventionnelle faite par un État conventionnel n'ayant pas l'arme nucléaire, normalement, il ne l'utilisait pas. Il éclaircit ce point. Oui. Donc il éclaircit le point. C'est d'ailleurs la raison sans doute pour laquelle le gouvernement allemand et le gouvernement italien ont dit d'ores et déjà qu'il était hors de question pour eux d'envoyer des missiles en Ukraine. Et les Américains, d'ailleurs, n'ont toujours pas donné le feu. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que de toute manière, qu'est-ce qu'on va donner ? La question, c'est qu'on ne peut pas escalader, entre guillemets, pardonnez-moi pour cet anglicisme, mais on n'a plus rien. Notre armée est en morceaux. C'est pas la seule armée qui soit. On peut toujours envoyer des avions offensifs, des tanks. Non, les avions et des instructeurs, des formateurs. Les avions, il faut des pilotes, il faut des pistes d'atterrissage, de décollage. C'est le problème qu'ils ont avec les F-16. Ils peuvent pas décoller sur des pistes de fortune, comme c'est le cas des MiG-29 ou des Sukhoi 24 que l'Ukraine possède, encore quelques exemplaires. Donc en fait, la question, c'est qu'on ne peut plus rien faire. Et même à Washington, vous envoyez de l'argent. Oui, mais l'argent, vous pouvez. Et ben en fait, ça, il y avait un article très intéressant. Je crois que c'était dans le Wall Street Journal il y a quelques
Non, dans le New York Times, il y a 2 mois, et quelqu'un qui disait, en fait, on s'imagine qu'on pourrait résoudre la crise en Ukraine comme celle de la crise de 2008, par le quantitative easing. Mais vous pouvez imprimer du dollar, vous ne pouvez pas imprimer des soldats, des pilotes, des munitions, des avions. Il faut avoir l'outil industriel. Et ce que révèle en fait cette guerre, c'est que les Européens n'ont plus d'outils industriels. Voilà. L'outil industriel, militaire industriel américain n'est pas aussi dans une bonne situation. Ils se sont aperçus, il y a eu un rapport qui a été commandé par le Pentagone au début de cette année, qu'ils étaient extrêmement dépendants des sous-ensembles chinois. Donc ils ne peuvent pas sanctionner les entreprises chinoises qu'ils accusent de livrer à la Russie, parce que sinon, ils ne peuvent plus eux-mêmes produire les armes. Et quand vous avez la liste des armes donc, qui dépendent des sous-ensembles chinois, c'est Lockheed Martin, Boeing, c'est-à-dire tous ceux qui fournissent des armes à l'Ukraine. Donc c'est pour ça que moi je suis assez optimiste, c'est-à-dire que même s'ils voulaient aller à l'escalade, ils n'en ont pas les moyens. Xavier Moreau, on va aller plus loin. C'est que on sait qu'en ce moment aux États-Unis, il y a toute la campagne pour les élections présidentielles, que un candidat comme l'autre, de toute façon, ne veut pas tomber, un camp comme l'autre, on va dire, ne veut pas tomber dans une brusque escalade, on va dire, sur cette scène-là qu'il ne pourrait pas gérer et qui pourrait avoir des effets sur sa propre élection. Et puis, ils sont déjà fortement engagés. C'est pour ça que je reviens à ma question sur cette scène israélienne, où pour le coup, ils sont quand même des alliés forts d'Israël. Donc, très compliqué de s'engager sur ces deux fronts en même temps. Israël sera toujours prioritaire. Israël sera toujours prioritaire, que ce soit les républicains ou les démocrates, sur l'Ukraine. D'autant plus qu'à moins d'être complètement stupide, tout le monde a bien compris que c'était perdu en Ukraine, que la Russie... Je dis pas ça pour vendre mon livre, mais tout le monde a bien compris que la Russie avait gagné, et aux États-Unis, on n'aime pas trop les perdants. Tout le monde a bien compris que la Russie était gagnée aux éditions Stratpol. Oui. Donc c'est pour ça que je pense qu'évidemment Israël sera toujours prioritaire. Le problème, comme le disait François Asselineau, c'est que est-ce que l'administration Biden peut contrôler encore Netanyahou ? J'en suis pas sûr. Il y a un point commun extrêmement important entre Netanyahou et Zelensky, c'est que si ça s'arrête, ils vont continuer. Ils quittent. Non, ils quittent le pouvoir. Parce que si jamais ça s'arrête en Ukraine, il y aura des élections présidentielles. Eux vont tout faire sur place. Oui, voilà. Parce qu'en fait, c'est cette guerre qui les maintient au pouvoir. A priori, d'après ce que je comprends de la vie politique israélienne, mais je ne suis pas spécialiste, si ça s'arrête, Netanyahou peut partir en prison. Et Zelensky, pareil. Zelensky, peut-être pas en prison, mais il y aura des élections. Oui. Je vous rappelle qu'il est président illégal. Ça devrait être, dans la mesure où il n'y a pas eu d'élection, ce devrait être la présidente de la Rada, du Parlement ukrainien, qui prenne sa place. Ce qui explique aussi en partie, enfin vous allez me confirmer, et après évidemment, François Asselineau, on vous redonne la parole, c'est cette contre-offensive lancée par l'Ukraine contre la Russie. Il fallait rappeler... Et ce qui fait peur en fait à Zelensky, c'est le plan qu'a proposé J.D. Vance, qui est le colistier de Trump, c'est de geler le conflit. Donc ça, les Russes n'en veulent pas, mais c'est pas la question. S'il y a un gel du conflit, s'il n'y a plus de combat, il y a élection présidentielle. Et Zelensky n'en veut pas. Donc Zelensky, c'est la fuite en avant. Il est arrivé avec son plan de la victoire qui n'a convaincu personne. Je vous renvoie au gros titre de Bloomberg, Wall Street Journal, Washington Post. C'est wish list, une liste de souhaits, mais qui n'a aucune prise sur le réel. Oui. Donc lui, course en avant, et Netanyahou, a priori, finalement, on est un peu dans ce parallèle. Vous êtes d'accord là-dessus, François ? Oui, je suis globalement tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Xavier Moreau, qui est fondé sur la rationalité. Développer sur la scène israélienne. Oui, mais ce que je sais, c'est que dans un cas comme dans l'autre, il faut savoir aussi que malheureusement l'histoire elle est faite aussi de moments d'irrationalité. Bien sûr. Et là il y a quand même donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais on serait dans un monde rationnel. De toute façon, toutes ces histoires auraient été arrêtées depuis belle lurette, notamment en Ukraine. Mais on est dans l'irrationnel, et il y a quand même des enjeux très très importants en Ukraine. D'une certaine façon peut-être plus important qu'en Israël, parce qu'en Israël, malheureusement, c'est les guerres comme d'habitude. Ça risque de se terminer. C'est pas la première fois qu'Israël intervient au Liban, etc. Alors que l'Ukraine, c'est un enjeu qui est absolument géopolitique et géostratégique, parce que c'est la défaite non pas de l'Ukraine contre la Russie, mais de l'OTAN contre la Russie. C'est une défaite qui peut avoir vraiment des répercussions, j'allais dire, cosmiques. Enfin, c'est-à-dire la perte... Vous parliez de 1870, la défaite de
Sedan a coûté le pouvoir à Napoléon III. Voilà. Je pense que mais c'est tout le narratif occidental qui s'effondre. Mais pour Israël aussi, regardez la condamnation de la CPI. On voit bien qu'il y a maintenant, vous l'avez rappelé sur la résolution de la semaine dernière, il y a maintenant une majorité de pays. En fait, comme s'il y avait un renversement là aussi qui disent attendez, ça va être trop loin là. Oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Sur longue période, notamment c'est vrai. Sur la scène de Gaza. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais l'expérience, moi j'aime bien l'histoire, mais y compris l'histoire récente. L'histoire, si vous voulez, l'histoire a montré au cours des 60 dernières années que Israël, au bout du compte, les États-Unis et le monde occidental ne peuvent pas laisser tomber Israël, et que Israël sait toujours à quel moment, jusqu'où aller trop loin. Bon, voilà. Et puis l'ensemble de l'appareil médiatique en Occident est très favorable à Israël. Mais attendez, là, vous parlez d'histoire. Est-ce que vous parlez de Benjamin Netanyahou qui est dans cette course en avant, qui peut-être est la seule chose qui lui permet de redresser oui, mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut toujours insister sur le fait qu'en Israël même, il a une forte opposition. Il y a des manifestations très importantes contre lui qui se sont manifestées. Et puis vous l'avez dit, je suis d'accord, la résolution de l'Assemblée générale dont je parlais tout à l'heure, en fait, il y a quoi si on exclut les micro-États du Pacifique Sud, style le royaume de Tonga et les îles Salomon, je sais pas quoi, qui ont voté contre la résolution parce qu'en fait, ils ont eu un chèque des États-Unis ou d'Israël derrière. Mais en fait, il y a 5 États qui ont voté contre sur 193. C'est ça la vérité. Donc c'est-à-dire que Israël est en effet sur une pente de marginalisation complète. Il devrait faire très attention. D'ailleurs, vous avez vu, c'est une information qui est sur le parallèle que je fais avec. Oui, et c'est une information qui est peu connue parce que j'ai trouvé ça sur Israël 24 News. C'est que le nombre d'Israéliens qui quittent l'État d'Israël est en forte croissance. Il y a eu plus 45% en 2023 par rapport à 2022. Mais pourquoi? Par peur de l'embrasement ou par mécontentement? Notamment beaucoup de jeunes. Il y a 40% des gens qui s'en vont. Là, c'est en augmentation de 54% depuis le début de l'année. Donc, il y a 55 300 Israéliens qui ont fui Israël, dont d'ailleurs 40% de jeunes, alors qu'ils représentent 24% de la population. Donc, ça veut dire que la politique de Netanyahou, elle n'est pas représentative de l'ensemble des Israéliens. Et qu'effectivement, on a affaire à quelqu'un. En plus, il a des alliés, il a 2 ministres dans son gouvernement qui sont des gens tout à fait d'extrême droite, qui sont quasiment des fascistes. Mais je persiste à penser que. Alors, ce qui est vrai, c'est que, mais peut-être vous aviez pas nous en dire. C'est vrai qu'il y a eu le premier missile hypersonique envoyé par des Houthis qui est tombé sur l'État d'Israël. Ça veut dire que ça met en cause le fameux dôme de fer, etc. Mais je persiste à penser que ça n'est pas la même issue, n'aura pas les mêmes. Je pense qu'on va arriver à une issue sur Israël qui est comme l'issue habituelle, c'est-à-dire ça va s'arrêter et puis on va recommencer dans une espèce de guerre froide avec les voisins. C'est ce que je pense. En revanche, l'Ukraine, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui est cosmique, parce que c'est tout le narratif occidental qui s'effondre. C'est également l'accès aux ressources, aux hydrocarbures du Donbass, au lithium du Donbass, etc. Moi, je vois qu'il y a quand même, quand je lis la presse française et que je lis les commentaires, on a chauffé à blanc l'opinion publique française depuis des années, depuis 2 ans et quelques, en expliquant que Poutine était un fou furieux. Pardon de revenir à mon livre, mais c'est mon dernier chapitre. Qu'allons-nous faire de la victoire russe? Et là, je suis tout à fait d'accord avec François Asselineau. C'est-à-dire que l'OTAN s'est tellement engagée dans cette guerre. Les complexes militaro-industriels, aujourd'hui, les stocks sont épuisés. C'est encore une fois dans la presse américaine. C'est dans la presse anglaise aussi. Donc, ils se sont énormément investis et ils ont échoué. Une énorme coalition, la plus grosse, la seule d'ailleurs véritable alliance militaire dans le monde, a perdu contre la Russie. Ça, c'est une réalité. Et ensuite, il y a 2 choses. C'est que l'Union européenne, en fait, les abandons de souveraineté que les États ont concédés, c'était avec une promesse de prospérité et de paix. Donc, résultat, on a une extrême pauvreté et on a la guerre. Donc, effectivement, je pense que la défaite de l'OTAN et de l'UE, finalement, et de l'Occident collectif, comme l'appellent les Russes en général, en Ukraine, peut avoir des conséquences, comme ont les grandes défaites militaires. 1905 a failli provoquer une révolution en renversement Russie. des puissances. C'est ça. Il n'y aurait pas eu de 1917 sans la défaite militaire russe sur le front face à l'Allemagne, etc. Et on parlait de 1870. Napoléon III a perdu le pouvoir après une défaite militaire. Donc, je pense effectivement, et c'est ça qui leur fait peur, mais je pense qu'en même temps, ils ne peuvent pas faire grand-chose parce que ils sont... Et c'est ça qui est terrible pour eux, c'est que l'OTAN est au bout de ses ressources. Mais d'ailleurs, quand vous voyez les déclarations que font les élites européennes, Borrell, etc., c'est la Russie ne peut pas gagner. C'est pas possible qu'elle gagne. Donc, elle va gagner. Donc, il va falloir peut-être préparer l'après parce que vous risquez effectivement d'être contesté
parce que vous avez menti sur les promesses de pauvreté, de richesse et de supériorité de l'Union européenne, de l'Occident. Bah non, en fait, ils se font battre par un pays tout seul. Alors peut-être un petit peu aidé par le Corée du Nord et l'Iran, mais c'est pas critique. Et oui, la défaite. Vous revenez sur la Palestine. Non, sur la Russie. Donc je pense que la défaite de l'OTAN en Ukraine va résonner politiquement. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a quand même quelque chose d'inquiétant. Si vous regardez la composition que Mme von der Leyen, comme une grande, a décidé de la future Commission européenne, ce qui est absolument scandaleux, mais c'est un autre sujet. Les deux commissaires aux relations internationales et aux affaires européennes. Le commissaire, elle a choisi comme commissaire chargé des affaires étrangères Madame Kaja Kallas, qui est une Estonienne, et comme commissaire à la défense, un Lituanien, c'est-à-dire deux États baltes qui sont fondamentalement hostiles à la Russie. Oui. D'ailleurs, la grand-mère de Madame Kallas a été déportée sous Staline. Donc, on est deux États qui doivent à eux deux représenter 5 millions d'habitants. Même pas. Voilà. On a la politique étrangère de l'Union européenne a été donnée par Mme von der Leyen, qui est dans la main des Américains. Elle a été donnée à des États comme ça, alors que la France, elle est obligée d'obéir à ça. Et Macron c'est encore un scandale parmi les scandales. Macron, il a validé la reconduction de Mme von der Leyen, alors qu'il y avait 1000 raisons pour mettre son veto à ce qu'elle soit reconduite, parce que c'est une femme à la fois corrompue, incompétente et dans la main des Américains. Et il a obtenu en échange quoi ? En échange, il a maintenant... Oui, on a séjourné, qui ne sait pas parler le français. Et vous savez le portefeuille qu'elle a donné, Madame von der Leyen a séjourné ? Il est commissaire chargé de la prospérité. Non mais c'est se foutre de... Excusez-moi, c'est se foutre de la gueule du monde. Ça veut dire qu'il y a dans les élites européistes un jusqu'au-boutisme et que moi, je suis tout à fait... Encore une fois, Xavier, on se connaît bien, c'est quelqu'un qui est totalement rationnel. Et j'espère qu'il a raison, mais je me dis, il y a toujours ce petit grain de sel de folie de gens qui font quelque chose qui peut mener... C'est vrai qu'en soi... je voudrais juste aller un peu plus loin dans ce que vous disiez tous les deux. C'est-à-dire que vous montrez bien que ce qui se passe, notamment sur la scène ukraino-russe, montre finalement un reversement des grandes puissances occidentales auxquelles on croyait encore, mais finalement qui étaient peut-être déjà affaiblies, mais sauf qu'on n'avait pas eu ce miroir grossissant. Et surtout, on voit ces pays émergents plus du tout, là, les BRICS maintenant, ces nouvelles puissances et leur affirmation sur la scène internationale. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est les pays musulmans qui s'organisent. On voit Erdogan qui a quand même, je crois que c'était il y a 2 semaines, qui a appelé une alliance des pays musulmans. Et donc finalement, on voit aussi, et là c'est pour ça que c'est intéressant, par rapport aux BRICS et par rapport à la scène israélienne, de voir qu'il y a véritablement un nouveau monde multipolaire qui s'organise, mais complètement sans nous, dans lequel on est complètement absent. Ce qui est clair, moi j'observe beaucoup les pays au Moyen-Orient, des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Alors moi, je ne pense pas que leur politique se définit par le fait qu'ils soient musulmans. Je pense que c'est des pays souverains. Je dis ça parce que c'est l'appel de Erdogan. Oui, mais Erdogan veut être le leader du monde musulman, comme le veut l'Arabie Saoudite, comme le veut l'Iran. Voilà, donc ils sont concurrents là-dessus. Mais dans la réalité, en fait, Erdogan est un qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, est un président d'un pays souverain. Il veut garantir sa souveraineté. Il est membre de l'OTAN, mais il n'a pas appliqué les sanctions. Et là, il veut devenir membre des BRICS. Donc je pense qu'au contraire, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on est les seuls en Europe. Ça, je pense que François Asselineau va être d'accord avec moi. On est les seuls en Europe à ne pas vouloir être souverains. Mais tous les pays dans le monde veulent être souverains. Aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite qui était inféodée à Washington, l'Arabie Saoudite n'a pas reconduit l'accord de 1974. C'est la fin du pétrodollar, pour résumer les choses. Les Émirats Arabes Unis entretiennent de bonnes relations avec les États-Unis, mais Al-Zayed s'entend très bien avec Vladimir Poutine. C'est une plateforme, c'est connu, de contournement des sanctions. Donc en fait, pourquoi ? Parce qu'ils prennent des décisions dans l'intérêt de leur nation. Voilà. Et on est les seuls à ne pas le faire, parce que sinon, d'ailleurs, on ne serait pas en co-belligérant avec l'Ukraine contre la Russie, si jamais le gouvernement français prenait des décisions par rapport à l'intérêt national des Français et de la France. Alors d'ailleurs, si vous voulez bien nous faire un point, Xavier Moreau, sur la situation sur cette scène ukraino-russe, on l'a dit, les Américains ont tout intérêt à ce que tout soit gelé jusqu'aux élections. Les Ukrainiens n'ont pas du tout intérêt à ce que ce soit gelé. Et les Russes,
vous le disiez, ne préfère pas non plus. En fait, chacun essaie d'avancer un maximum ses positions parce qu'on sait qu'il va y avoir de nouveau une négociation au moment des élections. C'est bien ça? Je pense pas qu'il y ait de négociations d'ici fin novembre. Ouais, voilà. Donc, en revanche, je pense que aujourd'hui, la Russie ira jusqu'au bout de l'opération militaire spéciale. Et visiblement, c'est-à-dire quoi jusqu'au bout? C'est-à-dire ses exigences initiales plus les régions en plus, puisque à l'origine, la Russie voulait les deux régions du Donbass des accords de Minsk, la Crimée, mais qu'elle contrôlait déjà de facto, mais depuis donc le référendum en 2022, eh bien, il y a en plus la région de Lugansk, et la région de Kherson et la région de Zaporozhye. Mais si ça continue comme ça, si jamais il n'accepte pas la proposition que Vladimir Poutine a faite il y a quelques mois, l'armée russe va bientôt rentrer dans la région de Dnipropetrovsk, et je pense que ça va finir dans le panier de la mariée. La région de Kharkov, j'en suis quasiment certain. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne est en phase d'être détruite. C'est pas encore terminé, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais si vous regardez, si vous voulez, je fais une carte toutes les semaines de la progression militaire. Depuis la prise d'Avdiivka en février, la progression russe est extraordinaire, enfin vraiment d'une rapidité, et c'est même reconnu du côté ukrainien. Et d'ailleurs, c'est moins reconnu du côté occidental. Mais ce qui est intéressant, c'est que parce que nous on parle que de la Kursk. Mais oui, mais le problème c'est que Kursk c'était un raid, et tout le monde. Et aujourd'hui d'ailleurs, encore une fois, il faut aller dans les positions sont maintenues pour le moment ou pas? Les Russes ont lancé une contre-offensive. Ils ont récupéré quand même 25% du territoire. Oui. Et puis surtout, en fait, comme Zelensky est parti dans une spirale de communication, il envoie d'excellents. Quand vous voyez en fait les matériels qui sont envoyés en plein découvert, alors que les Russes depuis pendant 2 ans, ils ont essayé d'aller chercher l'armée ukrainienne dans des fortifications qui avaient été construites entre 8 et 10 ans. Ça leur coûtait très cher en munitions, en hommes, parce qu'il faut aller. Quand vous êtes défenseur, vous êtes en meilleure position. Et tout d'un coup, avec cette histoire de Kursk, là, on voit les Abrams, les Challenger. On a même vu 2 Challenger, alors que les Anglais ne voulaient plus les envoyer. Des CV-90, des véhicules suédois. On voit tout ce que l'armée ukrainienne a de mieux en plein découvert dans les régions de Kursk. Et dans un mois, il n'y a plus de feuillage. Or, la Russie a le contrôle complet ils sont cachés dans la forêt. Hein. Et vous voyez, dans un mois, c'est la neige. La commande du 19 août de Zelensky à l'OTAN, c'est officiel, c'est des excavatrices, des bulldozers, des ambulances. En fait, il n'a rien prévu, parce qu'à la base, c'était un raid pour s'emparer de la centrale nucléaire. Et là, ils sont pris dans leur spirale de communication. Et c'est vrai que là, ce que dit François Asselineau est vrai, c'est qu'ils ne sont pas toujours rationnels. Et je ne suis pas d'accord avec Clémenceau quand il disait que la guerre était une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires. Non, en tout cas, sur le terrain, il faut laisser, c'est ce qu'a fait Poutine depuis le début, il faut confier ça à des militaires. Et c'est pour ça que la Russie n'a pas hésité à se retirer de la région de Kharkov, de Kherson. Mais le problème de Zelensky, c'est que il a des objectifs à très court terme. Là, par exemple, son objectif, c'est d'ici l'élection. Mais on revient sur ce côté irrationnel, dangereux, et ce parallèle que je fais entre un Zelensky et un Netanyahou qui pensent à leurs intérêts à eux, en fait, qui veulent sauver leur peau, finalement, d'une certaine façon. Oui. Enfin, leur peau, leurs intérêts, quoi. Le sujet, je pense qu'il y a un sujet immédiat, là, c'est la prise de Pokrovsk, l'armée russe est à moins de 2 km du centre-ville, qui est un très grand centre logistique. Ça a été... Depuis les années 1880-1890, c'était un centre des chemins de fer de l'Empire russe. Donc, ils ont développé beaucoup de liens. Et si Pokrovsk est pris par les Russes, ça va désorganiser, je parle sous le contrôle de Xavier Moreau, quand même tout l'approvisionnement d'armée ukrainienne dans toute la région. Il y a une question que je voudrais poser à Xavier Moreau, parce que c'est un sujet qui est rarement abordé. Quel est l'objectif que les Russes ont, soit officiel, soit officieux, vis-à-vis d'Odessa et de la région d'Odessa? Est-ce qu'ils, dans le plan de paix qu'ils envisagent, est-ce qu'ils laisseraient Odessa et un débouché sur la mer à une Ukraine qui aurait été amputée notamment de toutes les régions du sud-est, ou bien est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à mettre la main sur Odessa, qui quand même est une ville russe aussi comme les autres en fait? Je pense que ça dépendra en fait de Kiev, et ça dépendra des Occidentaux. Étant donné la situation, on peut tout à fait imaginer que Washington dise à Kiev, bon, vous laissez tomber parce qu'il nous faut cet accès à la mer Noire. Déjà, la perte de Sébastopol en 2014 était une catastrophe pour Washington. C'est un échec stratégique majeur. Donc perdre Odessa serait encore pire. Mais je pense que ce que les Russes pourraient demander, c'est de dire déjà dénazification, démilitarisation, hein, c'est des objectifs. Donc dénazification, c'est-à-dire la fin de la persécution des russophones et des Russes. Donc automatiquement, toutes ces régions-là à qui on interdit aux gens de parler la langue de leurs parents, de leurs arrière-grands-parents, de leurs ancêtres, évidemment, vont se remettre à parler russe, et on va naturellement, parce que la Russie est une grande culture, et le russe est une langue scientifique, avoir une re-russification. Ensuite, la démilitarisation, si vous regardez les accords d'avril 2022, c'était en gros une armée d'armistice. Alors, 1919 pour l'Allemagne,
Allemagne ou 1940, ce qui est moins joyeux pour nous, c'est-à-dire 150, 100 000 hommes, sans blindés, avec un minimum d'aviation pour faire la police du ciel. Donc c'est-à-dire que si par hasard Kiev ne respectait pas sa parole, parce qu'il faut voir que l'Occident n'a jamais tenu sa signature, ses promesses. Je vous renvoie aux accords au début de l'histoire de la Minsk, guerre, les accords de sortie de crise, etc. Donc à ce moment-là, les Russes pourraient très bien accepter, par exemple, que le Nikolaïev, Odessa, soit neutralisé au sens propre du terme. Et puis si, comme d'habitude, les Occidentaux ne respectent pas leurs paroles, l'armée russe rentrera. Et comme en face, il y aura une armée symbolique ukrainienne, ça se passera assez vite. Encore une fois, le porte-parole du Kremlin, Peskov, l'a rappelé. Il dit, pour nous, parce que le plan de la victoire de Zelensky est totalement délirant, il dit, pour nous, il y aura un traité quand nous aurons obtenu les buts de l'opération militaire spéciale. Et c'est pour ça qu'à la place de Kiev, mais je ne sais pas si Kiev décide de grand-chose, mais plutôt à la place de Washington, j'accepterais tout de suite. S'ils avaient accepté il y a 3-4 mois, ce qu'avait dit Poutine, l'Ukraine perdait 5 régions. Mais là, on ne parle plus de perdre 5 régions. De toute façon, plus le temps passe, c'est un investissement. Rappelons qu'on aurait pu faire un cessez-le-feu dès le premier mois. Et alors là, ça aurait été c'est exactement ce qu'a dit Trump cette nuit aux États-Unis. Il a dit cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Il vaut mieux un mauvais traité qu'une bonne guerre. Et Zelensky est donc poussé par le clan Biden, ont refusé de signer le papier en avril, l'accord qui était en avril 2022. Et je pense que c'est un moment extrêmement important. C'est-à-dire que là, Trump en fait, ils étaient prêts tous à renégocier Zelensky autant que Vladimir Poutine qui était sur place. Je crois qu'il était venu sur place à Kiev, il me semble, Vladimir Poutine, si je me rappelle bien. Non, il n'est pas venu. Mais en fait, je me rappelle plus, c'était organisé. En fait, il y a eu les accords, les négociations ont démarré à Minsk et ensuite elles ont fini à Istanbul. On a des témoignages d'une précision, c'est-à-dire le prédécesseur de Netanyahou qui lui était bien plus responsable, Naftali Bennett, qui a expliqué qu'il y allait y avoir c'est le premier à avoir dit il y allait y avoir un accord et puis les Anglais sont arrivés et ont tout annulé. Ensuite on a eu David Arakhamia qui est le chef du groupe parlementaire de Zelensky à la Rada, le Parlement ukrainien, qui a dit la même chose. Il a dit on était prêt à signer et puis Johnson est arrivé, il a dit on va faire la guerre. Et depuis les témoignages dans ce genre se multiplient. Et c'est ce à quoi fait allusion Trump. Et donc aujourd'hui, on est dans une position où je pense que si Trump est élu, l'accélération de la fin du conflit, on peut pas exclure. Trump a annoncé la fin de. Il a regardé ce qui se passe en Afghanistan, il a dit bon, il n'y a plus rien à faire, on s'en va. Et en plus, il a laissé à Biden le cadeau empoisonné. Et moi, je peux pas exclure, on peut pas exclure que Trump arrivant, déjà, ça va être un énorme coup au moral des Ukrainiens. Encore faut-il qu'il arrive. Encore faut-il qu'il soit élu. Voilà. Parce que là, Alors, et lui, à mon avis, il va l'être, mais après, comme on disait, à mon avis, vous sous-estimez peut-être. Pour moi, il l'était il y a 4 ans aussi, vous voyez. Oui, voilà, mais bon, donc ça n'a pas été fait. Ce qu'il faut, là, Xavier Moreau a parfaitement raison de souligner tout ce qu'il vient de rappeler, notamment le rôle qu'a joué Boris Johnson, qui est un fou furieux. Et qui était envoyé spécial, des Américains. C'est vrai, mais enfin, c'est une espèce de proxy, lui aussi. Mais Boris Johnson, il a écrit un texte dans un site internet américain qui s'appelle Spectator, qui est absolument hallucinant, où il explique qu'il faut absolument envoyer des missiles longue portée et frapper la Russie en profondeur, c'est-à-dire aller bombarder Saint-Pétersbourg, Moscou, etc. Sur le raisonnement qu'il tient, je l'ai regardé parce que je le vois aussi sur les forums, si vous allez sur les médias français, sur Figaro, vous avez des gens qui écrivent, à mon avis d'ailleurs ce sont des trolls qui sont financés par l'ambassade de je ne sais pas où, mais c'est toujours le même raisonnement, c'est-à-dire ça fait 2 ans que Poutine menace d'une riposte nucléaire, en fait c'est du pipeau, il va se dégonfler donc on peut y aller. Ça se limite à ça, c'est-à-dire c'est du wishful thinking, c'est-à-dire alors qu'il me semble que ça n'est pas, on va dire que je suis poutinolâtre comme Xavier, mais je ne pense pas. Je pense que Poutine, c'est quelqu'un avec ses qualités et ses défauts, mais c'est un être extrêmement rationnel et un joueur d'échecs et qui est plutôt une force qui maîtrise les ripostes, alors qu'il a un entourage qui aimerait aller beaucoup plus loin. Je crois que c'est vrai. Et donc, une partie de la population. Une partie de la population. C'est-à-dire que c'est pas du tout un faucon, ça serait plutôt une colombe, si j'ose dire, dans le contexte russe. Il y a des gens qui voudraient aller bombarder Kiev beaucoup plus souvent. Et donc, que quelqu'un comme Boris Johnson, qui, alors soit c'est un imbécile, ce que je ne pense pas, soit c'est quelqu'un qui est un pervers, c'est-à-dire qu'il prend un risque délibéré d'aller
tirer la barbe de l'ours russe au risque que, là, pour le coup, il donne un coup de patte. C'est là où il y a ce petit risque qui est, malheureusement, dans toute l'histoire universelle est apparu, c'est que parfois, il y a un emballement d'événements que personne n'a vraiment voulu, mais qui se débouche sur un désastre. Il faut que Poutine... Heureusement que Poutine a des nerfs d'acier dans toute cette histoire, alors que l'on a de l'autre côté, on a plutôt les gens qui sont... Est-ce que cette scène... Je voudrais juste renchérir. En soi, l'opération, je pense que l'opération sur Koursk, donc qui était un raid pour s'emparer de la centrale nucléaire de Koursk, était, on peut considérer comme en partie irrationnel. C'est-à-dire que c'était extrêmement dangereux, la centrale nucléaire de irrationnel, Koursk. alors. Oui, il y a un côté rationnel dans le sens où tout est perdu pour l'armée ukrainienne, donc à la limite, on peut avoir une victoire stratégique en s'emparant de la centrale nucléaire. Mais c'était irrationnel dans le sens où il y avait un risque énorme, c'est-à-dire que c'est une centrale avec une technologie assez ancienne, et ce qui fait que, c'est ce qu'a dit Raphaël Grossi de l'AIEA lorsqu'il a visité la centrale, donc c'est-à-dire que si jamais il y avait eu un bombardement de cette centrale, et il y a eu, Grossi l'a constaté, un drone qui est envoyé par, alors il n'a pas dit que c'était de Kiev, mais bon, on s'en doute bien, et ça peut provoquer un nouveau Tchernobyl. Il faut bien s'en rendre compte. Donc aujourd'hui, je pense effectivement ce qui est dangereux, c'est que le plan de Londres et de Washington a raté. Le plan des agences, le MI6 ou la CIA a raté. Et donc, jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Et je dirais d'autant plus que pour Washington, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique. Donc un accident nucléaire en Europe, après tout, c'est du dommage collatéral. Alors je reviens sur ce plan Londres-Washington, parce que c'est intéressant. Et je me demande si cet embrasement maintenant sur la scène du Proche-Orient, ou au moins cette une des médias, cette couverture, ne sert pas le fait de diminuer l'échec qui a été provoqué sur la scène ukraino-russe. Qu'en pensez-vous ? Xavier Moreau d'abord et ensuite François Asselineau. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça leur permet, eux, de détourner l'attention. Vous savez, j'avais demandé à un de mes amis qui est un professionnel des médias français à Moscou, qui connaît vraiment bien les médias, et je lui avais dit, mais si jamais, donc j'ai dit ça il y a 1 an et demi, je lui ai dit ils vont perdre la guerre, l'OTAN. Comment est-ce que les médias sont tellement engagés en disant que la Russie allait s'effondrer ? Comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont en déclencher une autre. Il m'a dit Covid-24. Ah oui. Donc ça veut dire qu'on va proposer, on va parler d'autre chose. Et si c'est pas sur LCI et sur BFM, alors ce sera sur Toxin, mais malheureusement vous n'avez pas encore le poids de, pas encore, le poids de, et bien en fait ça n'existe pas. Et finalement, des gens qui ne savaient pas que l'Ukraine existait, qui sont à peine capables de montrer sur une carte, on va passer à autre chose. Et effectivement, le conflit israélo-palestinien et libanais permet de passer à autre chose. Alors, est-ce que vous croyez, vous en pensez quoi, vous, François Asselineau ? Je suis tout à fait d'accord. Alors, je dirais que c'est plutôt, à mon avis, c'est quand même plutôt l'occasion fait le larron. C'est-à-dire que je ne pense pas que la guerre soit commanditée au Moyen-Orient pour faire oublier l'échec. Mais je suis tout à fait d'accord. Il est possible, il est même assez probable que l'Occident va essayer de camoufler cet échec cinglant en mettant en avant d'autres choses. C'est assez probable. Échec cinglant qu'il faut d'ailleurs nuancer, parce qu'il y a quand même un élément qui est très important dans toute cette affaire ukrainienne dont on parle finalement peu. C'est quand même la destruction de l'économie européenne pour le plus grand profit des États-Unis. Et le partenariat pour les hydrocarbures américains. Voilà, parce qu'on ne parle pas de cette affaire. Il y a quelque chose qui est absolument dramatique en ce moment qui est en train d'arriver. La France, n'en parlons plus, l'économie française. Vous savez que M. Le Maire voulait mettre à genoux l'économie russe et il a mis à plat l'économie française. Non, il paraît qu'elle se porte très bien d'après Antoine Armand. Non, ça dépend quel jour, parce qu'il a dit ça le premier jour, le lendemain, il a dit que c'était un désastre. Oui. Bon, non mais ça, enfin bon, bref. Oui. Mais vous avez vu ce qui se passe en Allemagne quand même. Vous avez vu qu'en ce moment, il y a encore des profit warnings qui ont été émis par Mercedes-Benz hier, etc. Tout le secteur automobile allemand est en plein désastre. Et d'ailleurs également, même l'Italie, j'ai vu l'Italie demande à l'Union européenne d'arrêter l'affaire des moteurs électriques. Parce qu'on est la conjonction de Nord Stream que les Américains ont détruit et non pas je sais pas quoi les Paraguayens. Bon, ou les Ukrainiens, c'est intéressant. Les plagistes ukrainiens. Les Américains ont détruit Nord Stream. Ils ont imposé des sanctions contre la Russie. Oui. Donc tout ceci fait que l'on a un embrasement du prix de l'énergie. Oui. Et nous, on a signé avec les Américains. Voilà. Vous avez vu que Draghi, d'ailleurs, le plan de Draghi pour relancer l'économie européenne, justement, il attire l'attention sur le drame que représente la cherté de l'énergie. Mais en plus de ça, nous, on nous fait le coup du CO2. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'au même moment que, par exemple, les Indiens viennent de décider un investissement, un plan de 8 milliards de dollars, ce qui est beaucoup en Inde,
pour des nouvelles centrales à charbon. Donc eux, ils vont diffuser du CO2 en veux-tu en voilà. Pareil en Chine, aux États-Unis, c'est le gaz de schiste. Mais nous, on a une idéologie d'État qui est absolument impossible de combattre, sinon vous êtes traîné dans la boue. Et on est au nom de ça en train de détruire toute l'économie européenne, notamment l'industrie automobile, qui est en Allemagne comme en France, qui est un des très grands pourvoyeurs d'emplois pour les sous-traitants, pour la recherche fondamentale, la recherche appliquée, etc. C'est tragique ce qui est en train de se passer. Vous avez raison de le souligner. Les Américains peuvent se frotter les mains. Mais oui, on peut considérer qu'ils ont gagné leur partie. Voilà, pour enchérir là-dessus, ce qui est intéressant dans le plan de J.D. Vance, qui est aussi en fait une reprise du plan démocrate de gel du conflit en février, la première fois que je l'ai vu apparaître dans la presse américaine, essentiellement démocrate, février 2023, c'est qu'ils sont pour un gel du conflit parce que comme ça, la guerre continue. C'est le modèle coréen et sud-coréen. Donc, les sanctions continuent. Et les sanctions sur l'énergie, etc. C'est le nerf de la guerre. Parce que la catastrophe pour Washington, ce serait si tout d'un coup Berlin se réconciliait avec Moscou. C'était le début de l'histoire. Il y a un tuyau. Il y a un tuyau de Nord. Ils ont loupé un des 4 tuyaux de Nord Stream. Poutine a dit on peut le faire démarrer demain. Il suffit que l'Allemagne donne le feu vert. Et immédiatement, c'est de nouveau des contrats à long terme. C'est 28 milliards de mètres cubes qui seront par an disponibles pour l'industrie européenne. Et ça veut dire que là, non seulement Washington aura perdu contre la Russie, mais également contre l'Europe. Et là, c'est intéressant parce que autant, comment il s'appelle, Biden, pardon, j'ai oublié son nom, que Donald Trump sont... le plan de J.D. Vance, le plan de paix de J.D. Vance, moi j'aime beaucoup Trump, j'espère qu'il va gagner. Ils sont pour le fait de faire exploser d'une manière ou d'une autre tous les gaz. Ils sont bien d'accord qu'il faut récupérer les entreprises allemandes. BASF a déménagé aux États-Unis parce que même si l'énergie est plus chère qu'en Russie, elle est quand même beaucoup moins chère qu'en Europe. Et donc, on n'a pas parlé. On voit leurs intérêts sur cette scène. Moi, je voudrais bien qu'on revoie un petit peu quels pourraient être les jeux sur la scène quand même israélienne et comment ça peut se terminer et qui peut tirer les marrons du feu. D'ailleurs, est-ce que la Russie profite de ce silence médiatique aussi? Question que je pose d'abord à François Asselineau. Écoutez, moi je pense qu'on est dans une situation où Israël s'est donné les moyens vis-à-vis du monde occidental de faire ce qu'il veut. Voilà. Bon. On a des protestations, on condamne avec la plus grande fermeté, mais en pratique, il ne se passe rien. Ce qui s'est passé à Gaza reste quand même comme une tâche dans l'histoire contemporaine. Il y a quand même eu, certes, il y avait eu les attentats du 7 octobre, d'accord, du 17 octobre, donc ça c'est certain. Il y a eu 1000 et quelques morts, dans des conditions d'ailleurs qu'il faudrait préciser davantage, parce que le narratif sur le Hamas, on sait quand même que le Hamas à l'origine a été financé par Israël, que les dirigeants du Hamas étaient logés au Qatar, donc chez un allié des États-Unis. Donc il y a quand même des choses à clarifier. Mais enfin, il y a quand même eu des morts côté israélien en nombre. Et donc, on comprend qu'il y a eu les rétorsions. Mais maintenant, on en est quand même à quoi, 40 000 morts à Gaza. Il y a un truc qui ne va pas quand même. Ça va faire un an. Voilà. Et rasé maintenant. Enfants, voilà. Donc ça, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et on en parlait tout à l'heure au début. C'est que maintenant, l'État d'Israël devient un État paria, en fait. Ce qui n'était pas le cas au début lors de sa création. Israël devrait faire attention aussi à force de ne pas respecter le droit international. Il ne faut pas oublier que c'est quand même l'ONU qui a donné naissance à l'État d'Israël. C'est quand même ça. Mais on dit qu'ils ont une immunité, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Ils disent nous avons été victimes de génocide, nous ne pouvons pas créer nous-mêmes un génocide. Mais enfin bon, ça ce sont des arguties, ce sont des pirouettes intellectuelles. Il y a quand même beaucoup d'Israéliens eux-mêmes, des Israéliens juifs qui protestent contre la politique actuelle. Alors maintenant, s'ils interviennent au Liban... Sur les marrons du feu. Oui. Alors, les marrons du feu, qu'est-ce que vous voulez ? Ce que je crains, enfin, je ne sais pas. Je crains qu'on arrive à, comme d'habitude, si vous voulez, moi, je tablerais plutôt sur la poursuite de l'existence, c'est-à-dire qu'il va y avoir encore des quantités de morts au Liban, et puis qu'à un moment, ça va s'arrêter, parce qu'il est vrai que les populations israéliennes du nord d'Israël sont bombardées par le Hezbollah, pardon. Donc, il est possible qu'il y ait des sanctions qui soient, que ça soit... Et puis qu'à un moment ou à un autre, Israël dise on arrête maintenant parce qu'il y aura quand même Washington qui tapera du poing sur la table d'une façon plus sévère. Et à ce moment-là, ils reviendront une fois qu'ils auront fait on a déjà vu ça au Liban en 1982, donc avec des exactions. Alors, ce qui est nouveau quand même, c'est effectivement, on a le sentiment qu'il y a une montée en puissance
de l'opposition régionale, le jeu international, le jeu de l'Iran. Enfin, c'est quand même assez bizarre que les Houthis étaient disposés d'un missile hypersonique qui faisait du 2 km à la seconde, du Mach 6. C'est quand même beaucoup. Et certains anticipent que ça serait un matériel iranien, mais certains anticipent peut-être que c'était aussi... Il y a un joli proverbe, une jolie stratégie chinoise qui dit « Montrer du doigt le mûrier pour blâmer le sophora ». Ça veut dire qu'on s'attaque à un petit truc pour en fait faire une menace à plus grand. Le missile hypersonique a été envoyé sur Israël, qui est tombé à côté d'une ville israélienne qui s'appelle Gezer, où il y avait une centrale électrique. Mais en fait, c'est tombé dans le vide. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a eu rien. Est-ce que c'est un défaut de ciblage ou est-ce que c'est un avertissement sans frais avec les frais supplémentaires des Houthis, mais les Houthis eux-mêmes sont conseillés par je ne sais pas qui, parce que on pourrait très bien concevoir... Hier, Reuters disait que c'était l'Iran qui avait transmis de la technologie russe. Oui, c'est ça. Mais ça pourrait être prochainement, pourquoi pas, un missile hypersonique qui viendrait détruire un porte-avions ou une frégate américaine ou française. Dans la région, il y en a qui patrouillent en Méditerranée orientale. Et on fait quoi à ce moment-là ? Bah oui. Alors, je voudrais revenir là-dessus. Il y a deux choses, à mon avis, du point de vue de l'armement. La première chose, c'est que ce conflit israélo-palestinien fait que la Russie dispose d'un proxy pour répondre au proxy kievien parce que Kiev, en fait, l'Ukraine est un proxy. Il y a une guerre entre Washington et Moscou sur le territoire ukrainien, et pour les Russes, pour répondre sans passer par l'arme nucléaire, bombarder directement les sites européens, maintenant ils ont le moyen de répondre en mer Rouge via les Houthis. Et c'est pas moi qui le dis, encore une fois, il y avait une dépêche de Reuters qui disait selon certaines sources à chacun son proxy. À chacun son proxy. Donc ça, pour Washington, c'est une mauvaise affaire qui n'existe que parce qu'il s'est passé dans la bande de Gaza, puisque les Houthis ont commencé à interdire le passage par le canal de Suez à cause aux bateaux liés à Israël, c'est-à-dire que les bateaux français, anglais, américains. Donc ça, c'est le premier, je dirais, bon côté, entre guillemets, pour les Russes de ce qui se passe actuellement. Le deuxième point, c'est que Israël n'a pas les moyens industriels de tenir une guerre comme ils l'ont fait. Je crois qu'il y a eu plus de bombes déversées sur Gaza que pendant la Deuxième Guerre mondiale sur Dresde ou sur... Donc ça coûte très cher. Il faut la capacité industrielle. Israël ne l'a pas. Donc Washington doit réorienter une partie de l'aide qui était destinée à l'Ukraine en Israël. Donc pour la Russie, c'est aussi une bonne affaire, sachant qu'en plus, Washington puise dans les réserves stratégiques. Parce que la capacité industrielle, comme on disait au début de l'émission, est faible. Donc ça, pour la Russie, effectivement, c'est les bons côtés de l'affaire de la guerre israélo-palestinienne. Donc on voit finalement comment la Russie peut tirer parti de cette nouvelle scène. On voit comment les Américains finalement tirent parti, on l'a dit, en mettant un peu en sourdine leurs échecs. Et puis finalement, ils ont récupéré aussi les sous comme il fallait. Donc finalement, eux, on peut dire que... Et alors, point final, et on va terminer cette émission ici, comment la France maintenant doit réagir sur ces deux scènes. Je commence par vous, François Asselineau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un martyrologe. Voilà. Moi, ça fait bientôt 18 ans que j'explique ce qu'il faut faire. Oui. Il faudrait que la France, il faut qu'elle sorte de tout ce qui est en train de l'emmener vers le désastre. Tout ce qui concerne... Vous savez, il y a Trump qui avait dit tout ce que touche Macron, il transforme tout en merde. Vous vous rappelez ? C'est très extraordinaire. Mais tout ce que touche l'Union... C'est du Trump. Hein. Ça, c'est du Trump. Et là, on pourrait élargir tout ce que fait l'Union européenne se transforme en merde, en fait. Que ce soit la politique industrielle, l'agriculture, la diplomatie, la géopolitique, etc. Pour la France, c'est un désastre général. Voilà. D'accord. Et donc, on peut le constater. Il n'y a jamais de bilan qui est tiré. Xavier Moreau disait tout à l'heure, il a raison, c'est qu'on voit la pauvreté qui se développe en France de façon considérable. C'est ce que dit aussi Emmanuel Todd, il n'y a pas que Xavier Moreau. Bien sûr. Oui, on est plusieurs quand même, heureusement, même si on n'a pas accès aux grands médias. Rappelez-vous, par exemple, je voyais hier cette statistique, pour l'aide alimentaire des étudiants, elle a doublé en 2 ans. Il y a des files d'attente à Bordeaux, il y avait 500 étudiants il y a 2 jours qui faisaient... Record de faillite, on va pas refaire. Donc il y a un record de faillite, il faut sortir de tout ça, et malheureusement, ça n'en prend pas le chemin, puisque... Macron a été nommé, il disait plus qu'il a été élu par les Français, il a été catapulté par l'oligarchie qui tient les grands médias et les instituts de sondage. Je pense que l'oligarchie est fatiguée de Macron. Voilà, donc je pense ils sont en train de chercher un remplaçant. Ils essaient de promouvoir Édouard Philippe, ou bien ils essaient de promouvoir éventuellement Gabriel Attal. Je pense que Barnier n'est pas du tout leur choix.
D'ailleurs, la presse française n'est pas bonne vis-à-vis de Barnier, pas très bonne, pour des raisons que j'ai eu l'occasion d'expliquer dans d'autres sujets. Mais je vois que Barnier, là-dedans, il est lui-même engoncé dans là, des... Voilà, il est coincé. Et puis Macron lui a imposé des ministres qui sont en fait des junior ministères et qui sont... Voilà. Donc, bref. OK. Xavier Moreau, le mot de la fin. Oui, je pense qu'il faut rappeler les basiques, c'est-à-dire que la politique française doit être faite pour l'intérêt de la France et des Français. La France n'a aucun intérêt en Ukraine ni en mer Noire. Elle a en revanche un immense intérêt à avoir de bonnes relations avec la Russie. Comme le disait le général de Gaulle, à chaque fois qu'on avait des bonnes relations avec la Russie, ça s'est bien passé. Dès qu'on n'en a pas eu, eh bien, ça s'est mal passé. Donc, il faut revenir aux bases de la diplomatie française, et une bonne diplomatie, à mon avis, et la est diplomatie égoïste. française sur la scène israélienne Là, c'est pareil. On a la plus grosse communauté juive et la plus grosse communauté musulmane d'Europe. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent et essayer encore une fois de proposer... Je pense que le général de Gaulle, en nous dotant de l'arme nucléaire, par le fait que nous n'avons aucune de nos frontières qui soit contestée par quiconque, avait aboli la guerre pour la France. Mais malheureusement, on a eu un président socialiste, François Mitterrand, qui nous a fait repartir dans la guerre, d'abord en Irak, et après, au nom du principe de nouvel ordre mondial, on a commencé à faire la guerre à la planète entière, derrière Washington à chaque fois. Donc en fait, la France a les moyens d'être une espèce de Suisse neutre, une puissance d'équilibre qui pourrait inviter... de l'intérieur. Il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie, ou entre plutôt Moscou et Washington. On vous invite à Versailles pour trouver une solution de paix. Il y a un conflit entre la Palestine et Israël. Venez à Versailles, on va trouver une solution de paix. Ça, on ne peut le faire que en étant indépendant et neutre. Et je pense que c'est la vocation de la France. En fait, le monde va mal parce que la France n'existe plus diplomatiquement. C'est beau, ça, on va terminer là-dessus. Merci Xavier Moreau. Alors je rappelle le site Stratpol évidemment et votre livre Ukraine, pourquoi la Russie a gagné aux éditions Stratpol. François Asselineau, président de l'UPR, l'Union populaire et républicaine, et votre chaîne YouTube UPR. Vous avez aussi la chaîne François Asselineau. On peut retrouver les deux donc aussi sur YouTube. Merci beaucoup à tous les deux. C'était absolument